Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Étant donné que tous ceux qui vont être présents le sont autour de cette table, même si c'est une minute avant 20h30, on va pouvoir commencer ce conseil municipal et je vais donc ouvrir la séance. Avant toute chose, je veux souhaiter la bienvenue à Madame Jacquet qui rejoint le conseil municipal. Voilà. Vous dire que Monsieur Le Godec a donné procuration à Monsieur Faro et pour le reste, tous les membres du conseil municipal sont présents. Vous dire également que Monsieur Roucaud sera secrétaire de séance et que Monsieur Sautreau de la société Simco présentera le rapport d'orientation budgétaire de la commune en visioconférence dans quelques instants. Par ailleurs, je souhaite informer l'ensemble du conseil municipal que suite à la réception un peu tardive des documents de la géomètre, le projet de délibération numéro 9 relatif à une acquisition de parcelles a été ajusté et déposé dans les pochettes dans chacune de vos pochettes. Et je vous indique aussi qu'à la fin de l'ordre du jour, il y aura 2 questions du groupe d'opposition. On va passer donc au premier point et on va donc attaquer la présentation du rapport d'orientation budgétaire par Monsieur Sautreau, donc qui va se connecter, enfin qu'on va connecter plutôt. Bonjour Monsieur Sautreau. Écoutez, pour l'instant pas mal. Eh bien, on va espérer que ça va continuer, il ne devrait pas y avoir de soucis normalement. Si jamais il y a le moindre problème, n'hésitez pas à me couper directement. Oui, voilà. Alors, on va vous laisser faire la présentation. Je vous couperai éventuellement s'il y a un problème technique. Et s'il y a des questions, on les prendra plutôt à la fin de votre présentation. Tout à fait. Parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, donc, voilà, donc, je me représente, donc, Florian Sautreau, consultant pour la société Simco. Donc, j'ai pour mission ce soir de vous présenter, donc, comme ça a déjà été évoqué, le rapport d'orientation budgétaire pour 2024. Sans plus attendre, je vais vous faire un partage d'écran avec le support. Donc je vous laisse simplement me confirmer que vous voyez bien mon écran. Oui, on voit bien. Ok, super. Donc ce rapport d'orientation budgétaire, il va s'articuler en fait en 4 parties. On aura une première partie, loi finance 2024, avec le contexte économique qui va avec. Une seconde partie avec une analyse rétrospective donc sur les 3 derniers exercices budgétaires, donc 2021, 2022, 2023. Une troisième partie avec la présentation générale donc du budget 2024, donc le BP24 comme on l'appelle, en comparaison du budget 2023. Puis une quatrième partie en fait dans laquelle on a fait une analyse prospective avec 2 hypothèses. Voilà. Donc cette loi de finances 2024, voilà, donc elle s'inscrit dans le contexte que vous connaissez tous de guerre en Ukraine, de conflit au Moyen-Orient. Donc cette loi de finances, elle a pour volonté surtout de simplifier en fait certains mécanismes budgétaires. Donc, ce qu'on va retrouver dans ce contexte économique, on aura, voilà, je vais retenir surtout 2 chiffres. Donc, l'inflation estimée qui aura atteint de 4,9% en 2023. Et donc, d'après les premières estimations, devrait redescendre à 2,6% pour 2024. Ça, ce sera le premier chiffre important. Et le second chiffre que je vais retenir, c'est donc la revalorisation des bases fiscales, donc qui va beaucoup concerner les finances de votre collectivité. Donc, qui vont être revalorisées à 3,9%. Donc, sur les bases d'imposition. Pour 2024. Voilà, donc à bien dissocier d'une hausse de taux éventuelle, on est bien sur la revalorisation des bases fiscales, donc qui est la même pour toutes les collectivités de France. Donc on va faire une petite aparté d'abord, voilà, sur les différentes dotations. Donc ici on a retenu simplement voilà les 2 dotations qui touchent votre collectivité, donc mis à part la dotation forfaitaire évidemment, mais on aura une augmentation de l'enveloppe globale de la DGF qui monte maintenant à 290 millions d'euros pour les communes. Donc la DSR qui va gagner 150 millions d'euros, dont 60% sur la fraction péréquation. Donc c'est une fraction en fait pour laquelle vous êtes attributaire. On aura la dotation nationale de péréquation également qui va elle trouver une garantie de sortie. Voilà, en cas de sortie de cette dotation, il y a une garantie qui est instaurée sur la part majoration, sur la première année en fait de sortie d'éligibilité. Un petit aparté sur le budget vert également.
il y a une place de plus en plus importante dans les finances locales, donc qui va se matérialiser cette fois par une annexe obligatoire en fait au CFU ou au CA pour les communes de plus de 3500 habitants. On aura également le FCTVA, donc dont le périmètre en fait sera un petit peu étendu sur les dépenses qui sont liées à l'aménagement de terrain. Côté fiscalité, donc on aura deux mesures qui seront relatives principalement aux exonérations de taxes foncières si jamais il y a des travaux de rénovation qui sont effectués. Donc il me semble que de votre côté vous avez voté fin 2023 l'une de ces mesures qui sera applicable. Voilà, donc l'extension du périmètre sera applicable à compter du 1er janvier 2025. Toujours côté fiscalité, donc voilà. On a une possibilité d'augmentation des taux de THRS, donc taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc vous avez une part, il me semble, dans votre commune qui n'est pas très grande, mais voilà. Il y a quand même le mérite d'exister. Donc vous allez avoir une possibilité qui n'était pas avant, puisqu'avant il y avait, je pense que vous avez déjà entendu parler, de règles de lien. Donc voilà, vous ne pouviez pas augmenter le taux de THRS sans augmenter les taux de taxes foncières bâties. Là, vous allez avoir en fait la possibilité, selon certaines conditions, d'augmenter ce taux de THRS sans lien avec le taux de foncier bâti. Donc on revient, voilà. Ici, on revient bien sur la revalorisation des bases fiscales. Donc, on a l'historique ici. Vous voyez sur le petit tableau. Donc en 2018, on était à 1,20, 2,20, 1,20, on était assez stable. L'année dernière, on a eu une explosion, avec le contexte qu'on connaît tous, avec 7,10% d'augmentation de revalorisation des bases fiscales, ce qui fait que les impôts, donc vous l'avez sûrement constaté de votre côté aussi, ont grandement augmenté, même sans intervention des communes. Même si les communes n'ont pas augmenté de taux, et c'est le cas dans votre commune, vous avez quand même payé plus d'impôts que les autres années. Voilà, donc c'est lié en fait à cette revalorisation des bases fiscales qui se base en fait principalement sur l'inflation, tout simplement. Et donc pour 2024, on passe de 7,10 qui était énorme en 2023, on passe à 3,9. Donc voilà pour cette première partie un petit peu contexte économique, loi finance. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vraiment se focaliser sur les finances de votre collectivité, donc l'analyse rétrospective des 3 derniers exercices budgétaires, donc de 2021, 22 et 23. On a ici une petite vue d'ensemble qui va reprendre globalement tous les items qu'on va revoir en précision derrière avec les recettes réelles, les dépenses réelles de fonctionnement, les différents ratios comme l'épargne brute, épargne nette. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille juste après, voilà, avec des graphiques qui viennent un petit peu plus en précision. Donc ce qu'on trouve sur nos 3 derniers exercices, donc on va surtout se focaliser sur 2022-2023, c'est une grande augmentation de nos recettes réelles de fonctionnement. Donc ces recettes réelles de fonctionnement, qu'est-ce qu'elles comportent? Elles comportent principalement les impôts et taxes, les produits des services, les dotations de l'État, etc. Donc de votre côté, on a eu une augmentation de 3,6% du total de ces recettes réelles de fonctionnement de 2021 à 2022. On a trouvé une augmentation de 10% de 2022 à 2023, donc ce qui est quand même assez conséquent. Ce qu'il faut, c'est nuancer cette augmentation. Donc on a une augmentation, on le voit, que ce soit sur les impositions de 4,8%. Peut-être, donc ça fait grandement augmenter nos recettes. Simplement, on voit c'est dans les autres produits de gestion courante. Donc vous le voyez en bleu turquoise. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais c'est juste ici. Cette part, on voit qu'elle a pris 514%. Donc cette part, c'est quoi? C'est principalement des indemnités d'assurance que votre commune a reçues. Concerne en fait des épisodes de grêle qui sont intervenus en 2022, il me semble. Donc à hauteur de 430 000 € en 2023. Donc voilà pourquoi il y a eu une grosse augmentation. Et même si on enlève cette augmentation, on voit quand même une hausse de nos recettes réelles de fonctionnement, donc ce qui est très bon signe. Donc dans ces recettes réelles de fonctionnement, je vous l'ai dit, on a les dotations qui augmentent de manière stable. Rien d'exceptionnel, on n'a pas d'entrée ou de sortie dans une nouvelle part, donc une augmentation stable qui devrait continuer sur les exercices à venir. Au niveau des dépenses, ce qu'on va voir, c'est un petit peu plus particulier, on ne le voit pas dans toutes les communes, c'est une baisse des dépenses réelles de fonctionnement. Donc ça, voilà. On a la première hausse des recettes, on a la baisse des dépenses, donc là c'est vraiment des signaux qui sont excellents. On va constater de 2022 à 2023 une baisse, on va passer de 3,4 millions à 3,3 millions.
cette baisse, elle va être due à quoi? Elle va être due à deux choses. Les deux postes importants, donc les charges de personnel qui vont baisser de 2022 à 2023, en raison donc du non-remplacement de départ en retraite, de réorganisation des services, etc. Et on aura le deuxième poste qui est très important, donc c'est les charges à caractère général. Donc charges à caractère général, on va y retrouver vraiment énormément de choses, principalement donc l'énergie, l'électricité, gaz, etc. Donc il y a principalement donc une mesure que j'avais notée de votre côté, donc c'est sur l'énergie, le fait d'éteindre les éclairages la nuit, sauf bien sûr pour le centre-ville et les grands axes, il me semble. Ça a permis de faire une baisse de 17,9%, cumulée avec d'autres mesures évidemment, mais une baisse de 17,9% sur nos charges à caractère général. Donc on constate tout simplement une baisse totale du niveau de nos dépenses réelles de fonctionnement. Donc maintenant qu'on a vu nos recettes et nos dépenses, ça va nous permettre en fait d'établir nos niveaux d'épargne. Donc dans nos niveaux d'épargne, on va ici faire ressortir trois épargnes. L'épargne brute, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette épargne brute, l'épargne de gestion et l'épargne nette. Donc ces niveaux d'épargne, donc qu'est-ce qu'ils représentent déjà? Donc l'épargne brute, vous donnez un petit peu comment on les calcule. Pas le plus intéressant, mais c'est nécessaire quand même. Donc on aura nos recettes pour l'épargne brute, nos recettes réelles de fonctionnement, moins nos dépenses réelles de fonctionnement. Ça, ce sera vraiment l'épargne brute, ce qu'on dégage directement. On a ensuite l'épargne nette. On va retrouver en bleu un petit peu plus foncé. L'épargne nette, c'est quoi? C'est notre épargne brute moins le remboursement de nos emprunts. Donc le remboursement de nos emprunts en capital. Donc le remboursement du capital de nos emprunts, lui qui se trouve en investissement. Ici, on va le retirer à notre épargne brute et ça va nous permettre de voir ce qui nous reste pour investir après remboursement de nos emprunts. On a également l'épargne de gestion qu'on trouve ici en jaune. Cette épargne de gestion, c'est l'épargne brute à laquelle on va en fait pas prendre en compte le remboursement des intérêts de notre dette. Donc ça va nous permettre de voir l'épargne qui est dégagée en fait vraiment dans la gestion la plus courante de nos finances, donc hors frais financiers. Donc maintenant qu'on a expliqué un petit peu ce que c'était, on va analyser un petit peu ce qui s'est passé dans nos finances. On voit déjà de 2021 à 2022 une légère hausse. On restait toujours dans des montants à peu près similaires, et pour 2023, on voit une très grande augmentation. Donc très grande augmentation, à quoi elle est due celle-ci? Elle est due donc à ce qu'on a vu juste avant, la hausse de nos recettes, combinée à la baisse de nos dépenses. La hausse des recettes combinée à la baisse des dépenses, ça fait vraiment une explosion de nos niveaux d'épargne, donc ça, ce qui est très très bien. On va prendre l'exemple ici, on fait du x2 sur l'épargne brute. Donc, encore une fois, à nuancer avec l'indemnité de l'assurance dont on a parlé tout à l'heure de 430 000 euros. Mais même sans cette indemnité d'assurance, on était toujours dans de très hauts niveaux. Si on les retire, on arrivait à 141 000 euros d'épargne nette, donc ce qui est quand même très très bien, ce qui fait que même après remboursement de nos emprunts, en intérêt et en capital, il nous restait 141 000 euros pour investir directement. On a donc ici maintenant une comparaison avec les moyennes de la strate de toutes les communes. On passe donc sur l'amortissement du capital de notre dette qui varie pas beaucoup puisqu'on n'a pas eu de nouveaux emprunts depuis 2021 avec 3,3 millions d'euros. Il n'y a pas eu de nouveaux emprunts, donc naturellement le capital restant de nos emprunts en bleu va baisser naturellement et l'amortissement du capital de la dette ne va que très peu varier. On passe ici donc sur la CAPDES. La CAPDES, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des ratios d'analyse, si ce n'est le ratio d'analyse le plus important. Donc celui-ci, c'est celui qui est pris en compte principalement par que ce soit la CRC ou les organismes bancaires. C'est le rapport entre notre encours de dette, donc la dette qui nous reste à rembourser, et notre épargne brute qu'on a vu juste avant. Donc cette capacité de désendettement, on va l'exprimer en années. Le montant que vous voyez ici, c'est en années. On va prendre l'exemple pour 2023, 3,84, c'est-à-dire qu'il faudrait à la collectivité 3,84 années pour rembourser la totalité de nos emprunts si on y consacrait la totalité de notre épargne brute. En moyenne, en France, une collectivité est aux alentours de 8-9 années pour son épargne brute. Quand on est à 3,84, c'est excellent. C'est un très bon exercice. Pourquoi on est si haut? Encore une fois, parce qu'on a une très bonne épargne brute et on a un encours de dette qui ne cesse de baisser puisqu'on n'emprunte pas plus ces derniers exercices. Donc on voit une première amélioration de 2021 à 2022 et qui continue et qui est encore amplifiée en 2023.
Au niveau des dépenses d'investissement, donc voilà, maintenant qu'on a vu le fonctionnement, ce qu'on va pouvoir investir, on voit en investissement ce qu'on investit. En investissement, ce qu'on voit, donc au niveau des dépenses d'investissement hors dette, c'est-à-dire hors remboursement de la dette, on était à 2 millions 1 million 8 en 2022 et on descend à 940 sur le budget principal en 2023. Quand on voit ça, on se dit, effectivement, peut-être qu'on dépense un petit peu moins en investissement. Et finalement, non. Parce qu'en fait, vous le savez donc, les finances de votre collectivité se répartissent sur le budget principal, mais également sur des budgets annexes. Et ce qui s'est passé sur 2023, c'est qu'on a eu en fait beaucoup d'investissements sur les budgets annexes. Donc on a le budget de la STEP qui a investi à hauteur de 1,7 million d'euros et le quartier senior qui a investi à hauteur de 1,1 million d'euros sur l'exercice 2023. Donc finalement, même si on avait l'impression d'avoir moins investi sur cet exercice, on aura finalement plus investi que les 2 exercices précédents en 2023. Donc on a plus investi et en plus de ça, on a la chance d'avoir une meilleure section de fonctionnement, donc ce qui nous permet de garder une bonne santé financière. Donc voilà, après avoir vu la rétrospective, donc ce qui s'est passé sur les derniers exercices, on va voir la présentation donc du BP24, donc le budget qui est prévu pour 2024. Donc on va retrouver, voilà, ici simplement, donc pour rappel, le BP24, donc on est bien sur des prévisions budgétaires. C'est le budget qui est voté donc voilà au début d'exercice. Ce sont voilà les crédits qui seront accordés tout au long de cet exercice. On aura toujours des différences en fait avec entre un réalisé et un budgété, puisque le budgété, voilà, c'est pas ce qui va se passer réellement, c'est ce qu'on prévoit et on n'est voilà pas à l'abri de la réalité. Donc on a donc nos totales de recettes réelles de fonctionnement, nos dépenses réelles de fonctionnement, en comparaison du BP23 au BP24. Donc ce qu'on constate principalement, c'est une augmentation des recettes réelles de fonctionnement qui est plus rapide que l'augmentation de nos dépenses réelles de fonctionnement. Donc ça, c'est bon signe. Donc en vertu de cela, on a donc nos ratios, donc épargne brute de gestion, épargne nette, qui augmentent de la même manière. Donc je vous propose maintenant qu'on passe à l'analyse prospective donc, de 2023 à 2026. Donc sur laquelle on va vraiment se projeter. Et donc on va se projeter sur 2 hypothèses différentes. Un premier scénario avec une prospective avec recours à l'emprunt. Recours à l'emprunt, voilà, on a divisé sur les 3 exercices, 500 000 euros en 2024, 300 000 euros en 2025 et 300 000 euros en 2026. Donc ces emprunts, ce qui vont permettre à la collectivité tout simplement, c'est de plus investir. Et on fera un deuxième scénario sans recours à l'emprunt cette fois-ci. Donc là, on va retrouver nos hypothèses retenues en section de fonctionnement. Donc, ce qu'on voit ici, on est sur le produit fiscal, donc la fiscalité. On voit que notre produit fiscal augmente très grandement, sans pour autant, ce qu'on voit ici avec notre courbe bleue, notre courbe rouge, sans pour autant augmenter les taux. Donc on voit une stabilité sur nos taux de fiscalité qu'on n'augmenterait pas, et malgré cela, on trouverait quand même une augmentation de notre produit fiscal. Donc ça, c'est dû à quoi? À la revalorisation des bases fiscales dont on a parlé tout à l'heure, qui est à 3,9 par exemple pour 2024, on voit l'augmentation ici, et on est sur une moyenne voilà, d'environ 2% par an sur les années suivantes. Et ici, voilà, le rappel des coefficients de revalorisation des bases. Donc, on voit que en 2022, il a commencé à augmenter, explosion en 2023. On revient en 2024 à 3,9 et on estime voilà, un maintien à environ 2% sur les années suivantes. On arrive sur nos hypothèses donc en fonctionnement, donc nos recettes réelles de fonctionnement, donc nos hypothèses de réalisation et non pas de budgété. Donc on voit voilà, 2024 à 2025, on voit une baisse de nos recettes réelles de fonctionnement. Celle-ci est due à quoi? Donc je reviens dessus encore une fois, mais l'indemnité d'assurance due aux épisodes de grêle, et qu'on aura une légère baisse, on le revoit ici, de nos autres produits de gestion courante. Pour les autres postes, voilà, on trouve une stabilité sur nos dotations, puisque voilà, ça n'a pas trop tendance à bouger d'année en année, et on trouve une hausse sur nos impôts et taxes d'environ 2% à l'année, comme on en a discuté juste avant. Au niveau de nos dépenses, on trouve une stabilité sur toutes les années, excepté en 2024. Et voilà, c'est une année assez exceptionnelle puisqu'il y a tous les travaux de réparation à faire sur les bâtiments publics suite encore une fois aux épisodes de grêle. Donc on trouve voilà donc toutes ces nouvelles dépenses, que ce soit réparation de bâtiments, abattage d'arbres, etc., mais qui sont directement équilibrées en fait par des recettes supplémentaires.
On arrive encore une fois donc sur nos niveaux d'épargne, épargne brute, épargne nette. L'épargne brute sur la gauche, l'épargne nette sur la droite. On va retrouver avec la courbe bleue, donc c'est notre hypothèse sans emprunt, la courbe rouge, notre hypothèse après emprunt. Donc on va constater tout simplement une différence naturelle puisqu'en fait on a l'emprunt. Nos niveaux d'épargne changent puisqu'on va rembourser avec ces nouveaux emprunts un petit peu plus d'intérêts qui sont liés à ces emprunts et un petit peu plus de capital naturellement. Donc voilà, on aura une variation entre ces deux graphiques. Au niveau de l'encours de dette, de la même manière, on aura une évolution naturelle puisqu'on va emprunter un petit peu plus. Naturellement, l'encours de dette augmentera légèrement. Notre capacité de désendettement, donc on reprend en bleu sans emprunt, voilà, on reste à des niveaux assez exceptionnels. En rouge, on a une augmentation de notre capacité de désendettement, donc si on vient emprunter, mais on reste à des niveaux très acceptables quand même. Donc on passerait à 8 années de capacité de désendettement si on empruntait et 9 années. Donc ceci est dû à quoi? Aux emprunts, donc l'encours de dette qui augmente de 500 000 euros la première année et 300 000 euros les années suivantes. Et donc voilà, j'ai terminé pour la présentation donc voilà, de ces quatre parties de ce rapport d'orientation budgétaire. Je ne sais pas si jamais il y a eu peut-être des incompréhensions, si vous avez des questions tout simplement, je vous laisse me les poser maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Sautreau, pour cette présentation qui était complète, claire et concise à la fois. Donc, si des membres du conseil municipal ont une ou plusieurs questions. Oui, Monsieur Paul. Bonsoir, voilà. Alors, des petites remarques. Alors, moi, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on m'explique. Pourquoi les chiffres qui sont présentés là ne correspondent pas aux chiffres présentés sur les sites de la DGFiP. Il y a des variations, il y a des différences. Donc il doit y avoir une explication. J'aimerais savoir quelles sont. Quand on regarde la DGFiP 2021 et 2022 et qu'on compare avec les chiffres qui sont là, ce sont pas tout à fait les mêmes. Donc j'aimerais savoir pourquoi. Deuxième question, c'est bon, après ce sont des questions plus dans le détail sur le contexte macroéconomique. Vous tablez sur 2,6. En janvier, on a une augmentation de 3,1. Et ce n'est qu'à partir de juin qu'on espère avoir une augmentation de 2,5. Donc je trouve que vous êtes assez optimiste. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Quand on regarde au niveau de l'évolution des dépenses, où on a des dépenses à 1% sur la partie salariale, comment fait-on pour maintenir sur les années simplement une augmentation de 1% de la masse salariale sur une collectivité comme la nôtre pendant plusieurs années? Voilà, c'est les différentes questions que j'avais à poser. Alors, pour les premières questions, Monsieur Sautreau, je vais vous laisser répondre. La troisième, je participerai peut-être, mais allez-y. Alors, j'ai pas entendu la totalité des questions. Je suis désolé. Donc, j'ai cru comprendre que vous me parliez donc de la fiscalité, c'est ça? Non, la première question, c'était sur les chiffres, mais M. Paul n'a pas précisé lesquels exactement, de la DGFiP, qu'il ne trouvait pas en adéquation avec les chiffres de la présentation. Mais peut-être, M. Paul, pouvez-vous nous préciser de quels chiffres s'agit-il? Ah, il y a un petit changement de micro. Non, ça fonctionne. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Alors, de quels chiffres s'agit-il C'est-à-dire que quand on imprime les chiffres de la DGFiP, je les ai là. Lesquels? Mais tous. Total des produits de fonctionnement, je retrouve pas les mêmes. Vous avez quoi en total des produits de fonctionnement? Pour quelle année? Juste pour que Monsieur Sautreau puisse là, répondre. Sur celui de 2022, c'est 3 930 et sur 2021, c'est 3,8 millions. Puis il y a plein de chiffres comme ça qui correspondent pas. Alors il doit y avoir une explication, mais j'aimerais savoir pourquoi, quoi. Alors de notre côté, on s'est basé en fait tout simplement sur vos CA. Je ne sais pas si c'est bien de ces montants que vous me parlez, mais on s'est basé en fait sur vos derniers CA directement. Oui. Donc, ce que Monsieur Sautreau a dit, c'est qu'il s'est basé sur les chiffres, donc les chiffres officiels de nos comptes administratifs. Ben, c'est sur les chiffres officiels déposés publiquement et qu'on vote en conseil municipal. Vous savez, chaque année, après, à la fin de l'année, on vote le compte administratif. Pourquoi ils sont pas en
phase avec le site. Mais je connais pas ceux du DGFIP en fait, donc moi je les ai pas en tête, donc je peux pas. Si vous voulez, peut-être en comparant précisément, mais vraiment les chiffres des comptes administratifs, c'est ce qu'on vote en conseil municipal, c'est public. Et on les votera d'ailleurs avant de voter le BP, comme on fait chaque année. Monsieur Michelon. Peut-être pour prolonger ce que disait Pascal Paul, parce qu'effectivement, je vois aussi des décalages, notamment dans ce qu'on va, dès qu'on parle de la prospective, je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'épargne. Alors, on voit qu'il y a l'évolution de l'épargne. Alors, une fois, on prend bien le chiffre du CA 2023, une fois, après, on a le chiffre du 2024, le chiffre de l'épargne 2024, qui ne correspond pas à ce qui est marqué en termes de prévisionnel 2024. Et enfin, dès qu'on passe sur 2025-26, là, ça devient beaucoup plus abstrait puisque c'est de la prospective. Et là, on perd, au fond, ce qui fait l'évolution de cette épargne. Alors, juste si vous pouviez nous expliquer, au fond, pourquoi une fois, on prend bien le chiffre du CA, pourquoi à un moment, on ne prend pas le chiffre du prévisionnel, qui apparaît peut-être le plus près de la réalité, puisque le prévisionnel, c'est ce qui va servir à piloter 2024, mais on ne va pas le retrouver au niveau de la présentation de la prospective de l'épargne. Pourquoi cet écart? Parce que c'est des écarts quand même importants. Et qu'est-ce que vous appelez prévisionnel? On a un tableau qui est un tableau de prévisionnel. Vous parlez des budgets primitifs. Oui, c'est pas ça. Prévisionnel. C'est pas la même chose. Exactement. Bon. Donc c'est justement le concept n'est pas exactement. C'est pas un prévisionnel parfait le budget primitif. Le primitif, c'est pas un prévisionnel parfait, puisqu'il y a tout un tas de choses, tout un tas d'informations qu'on ignore au moment où on fait le budget primitif. Prévisionnel aussi, il y a une part. Non, parce qu'on peut pas budgéter. Par exemple, les subventions. On peut pas les mettre. Même on sait si en termes de pure prévision, on pourrait se dire on a tant de chances d'avoir tel niveau de subvention, mais on peut même pas les noter. On les note à zéro dans le budget primitif. Donc c'est pas exactement comme un prévisionnel d'entreprise. Oui. Alors pourquoi vous n'allez pas au plus près de ce qui serait prévisionnel en termes de dotation? Alors parce que ça c'est une histoire de comptabilité publique. L'idée du budget primitif. On pourra peut-être Madame Guerre vous fera un point en commission des finances là-dessus. Oui, parce qu'effectivement, ça rend mais effectivement, le budget primitif n'est pas l'esprit d'un prévisionnel d'une entreprise. C'est pas exactement ça. Ça s'en rapproche, hein, attention, ça s'en rapproche, mais c'est pas exactement ça. Il y a toute une partie des informations et notamment des subventions et des dotations qu'on ne peut pas intégrer. Ouais, donc c'est normal. Non, mais ça c'est normal. C'est pour ça que vous voyez chaque année. Sinon, on aura un écart trop important entre le budget primitif voté et le compte administratif voté l'année d'après. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a des écarts importants. Oui, il y a des écarts. Mais c'est pas parce qu'on prévoit mal. C'est pas qu'on a fait un mauvais prévisionnel. C'est un budget primitif. C'est pas le même exercice. Non, mais vous pourrez voir. Je pense que ça là-dessus, il y aura peut-être un petit moment de comptabilité publique. C'est compliqué d'avoir un rapport avec une telle flexibilité, parce que c'est vrai que si on revient un peu sur les budgets 2020, 2021, 2022. On se dit pourquoi prendre un cabinet, parce qu'on voit que les prévisions sont très loin quand même de la réalité. Ah non, mais non. Bon, non, mais c'est important que vous compreniez. C'est pas que des prévisions, c'est aussi des orientations, parce que tout au long de l'année, on prend des décisions de gestion qui influent sur le reste quand on décide de remplacer ou non un départ à la retraite. Mais c'est des décisions qu'on prend au fur et à mesure. Donc il est normal de ne pas avoir une prévision parfaite. Simplement, on voit, grâce à ce rapport d'orientation, la grande orientation de la municipalité. Et je m'étonne que vous ne soyez pas félicité, vous qui les années précédentes avez pu manifester une inquiétude quant à la capacité de désendettement de la commune, qui était de 9 ou je sais plus, un truc comme ça, de 9 années à peu près, je crois, et qui était relativement acceptable jusqu'à 12, je crois qu'on est monté. Et là, on redescend en dessous de 4, donc ce qui montre une santé financière importante, même si on sait aussi qu'elle est, pour être tout à fait honnête, un petit peu biaisée par le remboursement exceptionnel des assurances. Beaucoup. Mais pas que. Non, parce que vous voyez. Non. Vous voyez aussi. Vous voyez dans les perspectives pour les années qui viennent qu'elle augmente un petit peu. Alors que le capital à rembourser diminue, donc ça devrait normalement diminuer, mais justement on prend plus en compte ce produit exceptionnel, et on voit qu'on reste aux alentours de 4 ou 5 ans de capacité des endettements, donc ce qui est vraiment une performance. Et vous voyez bien que les dépenses de fonctionnement diminuent.
et les recettes augmentent un petit peu en dehors de ces produits exceptionnels. Donc vous voyez que malgré tout, donc je vous propose d'abord de vous réjouir de ceci. Non, mais ça, j'allais le faire au moment J'allais le faire au moment du débat. Je ne vais pas me priver d'une réjouissance, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, une autre question, alors qui est plutôt par rapport à la présentation du rapport, parce que je suis toujours un peu surpris chaque année, mais c'est la première fois que j'en fais part, c'est qu'on n'a pas les rétrospectives et prospectives sur ce qui est les budgets annexes. Or, en fin de compte, nous, on va être appelés à délibérer aussi sur un certain nombre de budgets annexes. Et je suis étonné qu'on ne les intègre pas dans le rapport d'orientation budgétaire. Bon, c'est une remarque. Hein. Et l'autre remarque est à peu près du même ordre, mais ça je l'avais déjà demandé qu'on puisse l'intégrer, c'est la dimension du plan pluriannuel. C'est-à-dire au fond qu'on puisse revenir un peu sur une rétrospective des investissements et des investissements, parce que là c'est des axes qui sont, on peut dire, ils sont quand même définis, et les investissements chiffrés pour les années 2024, 2025 et 2026. Je suis étonné aussi que ça ne paraisse pas dans les... mais peut-être que ça ne doit pas se faire dans les budgets. Là, je ne pense pas que dans le rapport d'orientation budgétaire, M. Sautreau, vous allez peut-être pouvoir compléter, mais qu'on puisse prévoir le niveau des investissements, parce que le niveau des investissements dépend aussi du niveau d'emprunt. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'on puisse vraiment que ce soit vraiment le sujet de l'exercice. Mais sur et votre question précédente, c'était sur la première partie de votre question. Le budget annexe, oui, le budget annexe. Donc c'est quelque chose qu'on verra ensuite dans le budget primitif, quand on votera les budgets. Enfin, peut-être Madame Guillard a une réponse à ajouter à ceci. Les budgets annexes, on les voit lors du prochain conseil municipal quand on va voter les budgets. On n'a pas pour habitude, enfin bon, pas à ma connaissance, de faire des débats d'orientation budgétaire sur les budgets annexes. Ouais. Non, mais je le comprends, mais là on traite essentiellement le budget principal. Ah, là c'est le budget principal. Monsieur Sautreau, est-ce que c'est un exercice qu'on peut faire de rajouter les budgets annexes au rapport d'orientation budgétaire ou pas? J'avoue que je ne sais pas. Écoute, ça pourrait être faisable, oui, là on les a évoqués un petit peu rapidement, voilà, quand je parlais des niveaux d'investissement, mais à mon avis, oui, ça peut être quelque chose de faisable, oui. Ça peut être quelque chose de faisable à l'avenir. Donc on le note. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais pouvoir remercier Monsieur Sautreau de cette présentation et de ce rapport. Merci beaucoup. Très bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne soirée, à très bientôt. Merci beaucoup pour ce point numéro 1, donc qui était simplement une présentation. Point numéro 2, je vais passer à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Point suivant, donc c'est pour information sur les décisions du maire prises en vertu de sa délégation. Donc on a un avenant, l'avenant numéro 1 au marché public rénovation énergétique du gymnase de la Rail, avec deux lots, lot 6 et lot 3. On a effectivement ensuite une décision modificative, donc ça c'est tout petit, sur du budget annexe d'aménagement foncier pour 750 €, sur la comptabilisation des intérêts courus non échus. L'exercice d'un droit de préemption sur lequel on pourra revenir tout à l'heure, sur l'acquisition d'une parcelle aux Arcalès. Et puis deux autres décisions. Un marché de téléphonie d'entretien du parc informatique pour In-Situ Sud-Ouest, et puis point très important, en tout cas par rapport au montant concerné, simplement le choix de l'entreprise pour la rénovation de la rue Foch, voilà, avec une entreprise qui a été la plus performante, la moins disante en tout cas, sur sa proposition, et une entreprise vicoise. Point suivant, c'est le point numéro 4, puisque celui-ci était le point précédent était pour information. Point numéro 4, il s'agit donc justement de pouvoir voter, approuver ou non, le rapport d'orientation budgétaire. Et je donne la parole à Madame Guillard. Merci.
Donc, il s'agit d'approuver ce rapport d'orientation budgétaire qui vient de vous être présenté. Donc, vous avez sous les yeux la comparaison en section de fonctionnement par chapitre du budget primitif 2023 avec le réalisé 2023. La variation, on propose entre le budget primitif 2023 et 2024, et en dernière colonne, la proposition du budget primitif de 2024. Donc, pour les dépenses de fonctionnement en BP 2023, nous avions voté 3 792 832 euros et il est proposé 4 048 808 en dépenses de fonctionnement. Donc une variation de plus 6,75%. On a la même chose pour les recettes de fonctionnement, proposées au BP 2023, 3 940 062 euros, et une augmentation de 6,55% proposée pour le BP 2024. Donc, j'insiste quand même à faire remarquer qu'entre le BP et le réalisé, on a quand même des variations notables, quand même, appréciables aussi pour le budget. En section d'investissement, donc, vous avez en dépenses les remboursements d'emprunts et les opérations d'équipement. Et en recettes, les subventions, l'emprunt, il est à 0. Et chapitre 10, FCTVA et TAM. Alors, au total, en BP, je n'ai pas les totaux des deux. Remboursement d'emprunt, donc on est sur la même base, un peu moins, moins de 13,99%. Les opérations d'équipement, par rapport au BP 2023, on est à moins 7,88%. Et en recettes, on a 1 25 525 attributions en 2023 plus les restes à réaliser. Et l'attribution en 2024 en attente de notification. Pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, ce budget primitif, les montants qu'on vient de vous citer, seront amenés à évoluer en fonction des retours concernant les demandes de subventions déposées par la commune pour l'exercice 2024. Donc il est énuméré toutes les formes des demandes de subventions possibles et aussi de la notification des dotations de l'État et des bases fiscales. Une décision modificative sera présentée en section de fonctionnement et en fonction d'investissement dès lors que toutes ces recettes seront certaines. Donc ce budget a été présenté en commission des finances en date du 29 février. Merci beaucoup, Madame Guillard. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais le soumettre au... Ah, si, Monsieur Michelon, allez-y. Juste une question. Alors, elle est aussi technique, mais c'est pour m'éclairer. Donc, on a vu quand même que les produits sont majorés, au fond, par l'indemnisation des assurances. À un certain moment, ces assurances viennent pour compenser quelque chose qui est une perte, j'imagine, ou des travaux. Donc on ne voit pas apparaître dans les comptes à un moment, au fond, parce que ce serait comme des produits constatés d'avance, mais on ne voit pas apparaître les charges en face. À un moment, il faut bien réparer, parce que effectivement, il y a eu un dégât de grêle qui a donc produit, qui fait qu'il y a eu un certain nombre de toits abîmés. Ces toits ont été en partie réparés. Vous allez nous dire un peu où ça en est, et au fond, où sont les charges en face, parce que globalement, ça devrait s'équilibrer. Généralement, les assurances, elles donnent les indemnités qui correspondent aux charges de réparation, ou sinistres en tout cas. Oui, bien sûr, mais justement, il y a des charges de réparation qui ont été intégrées dans le rapport d'orientation budgétaire, évidemment. On vous dira dans quel... Alors, c'est par rapport à la présentation, la présentation exactement, qui a été faite par le cabinet Simco. En page 25, vous avez sur le côté droit le détail des dépenses réelles de fonctionnement. Et vous avez au premier point, réparation des bâtiments publics suite à la grêle de 2022, 200 000 euros. Et le reste alors ? Ça, c'est ce qui est indiqué comme la plus grande enveloppe. Non, mais je veux dire qu'en 2023, on a vu qu'il y avait pour combien ? 430.
Oui, mais c'est les assurances qui ont correspondu à la grêle de 2022. Oui. Oui, mais ensuite c'est intégré dans les La budgets. grêle de 2022. Il y a pas le, évidemment, mais il y a pas le détail là. Je peux pas vous dire exactement le détail, mais c'est réparti sur l'exercice 2023. 2023, 2022, 2023, et je pense une partie 2024. Des réparations, parce que je pensais Pour 200 000 euros. Tel que je le voyais là, je pense effectivement que c'était des produits constatés d'avance, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été dépensés en attendant que les travaux soient réalisés. Mais vous me dites que les travaux ont été réalisés. Une partie, après on verra dans le détail, mais une partie. Et donc en 2023, on remet la chose. C'est intégré dans le budget en tout cas. Oui, bien sûr, mais c'est intégré dans le budget. Sur 22 et 23. Et je pense en 24, il doit y avoir un résidu, mais là, je ne peux pas vous dire exactement de combien il est. Mais en tout cas, ça correspond évidemment à des charges en face, évidemment. Ce serait magnifique de se toucher des subventions sans avoir les dépenses en face. Enfin, des assurances. Non, ça, on n'a pas ça. Non, parce que ça veut dire qu'effectivement, que là-dedans, quand on compte l'augmentation des dépenses de fonctionnement, il y a effectivement à l'intérieur les réparations. On n'est pas sur des investissements, là, on est sur du fonctionnement, en réparation. Parce que je ne comprends pas qu'il y ait un écart là qui ne s'explique pas. Non, mais c'est comme vous avez pu le voir en commission des finances, M. Michelon. Justement, je n'ai pas eu la réponse. Vous avez donc demandé s'il y avait quelque chose, n'hésitez pas à demander au service là-dessus si vous avez des précisions sur ces sujets. Mais effectivement, l'assurance vient. Enfin, je vois pas ce que vous cherchez. En fait, l'assurance vient pour payer des réparations, comme une assurance. Oui, mais ce que je vois, ce que je constate. Mais quel est votre problème? Celui qui concerne ce sujet. Si je peux vous parler de mon problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que j'ai le sentiment au fond, en regardant ce budget. Pas de sentiment, juste analyser. C'est pas la peine de mettre des sentiments sur le rapport d'orientation budgétaire. Une impression. Alors, je vais vous dire, c'est une impression. Non, mais votre analyse. Quel est le sujet? Mon analyse, c'est que on a un moment au niveau des recettes quelque chose qui est que le cabinet présente tout à fait, c'est-à-dire au fond qu'il y a une épargne qui était. Non, alors, ok, j'ai compris ce que vous voulez. J'ai compris votre problème. En fait, les recettes de l'assurance sont concentrées sur un exercice, alors que les charges sont sur plusieurs. Ça vous va? Oui. Alors, ça peut être une explication. Ah ben, c'en est une, oui. Ça en est une précisément. Donc, effectivement, c'est pour ça, et M. Sautreau l'a bien dit, qu'il y a une partie on est passé en épargne brute de grosso modo 500 000 à plus d'1 million. Donc, il y en a une partie qui est due à cette concentration. Mais pas que. Voilà. Parce que en face, il y a des charges, mais les charges sont réparties sur plusieurs exercices. Alors que l'assurance, c'est sur un seul. Voilà. Monsieur Paul. Alors moi, je réitère la question de tout à l'heure à laquelle vous ne m'avez pas répondu. Comment fait-on pour maintenir 1% d'augmentation des charges de la masse salariale sur plusieurs années? Est-ce qu'on licencie? Est-ce qu'on reconduit pas des contrats? Parce que c'est pas possible d'avoir que 1%. Sur les 2 dernières années, c'est la fonction publique territoriale sur l'augmentation de l'ordre de 5% sur les 2 dernières années. Donc 1%, comment vous faites? Voilà, c'était la question que je posais tout à l'heure. Alors oui, sauf que tout à l'heure, vous la posiez à M. Sautreau et maintenant vous la posez à moi. C'est pour ça que vous m'avez dit que vous la répondriez tout à l'heure, c'est pour ça. Très bien. Alors, sur les... oui, effectivement, c'est vrai. Vous avez raison. Tout simplement, effectivement, comme il a indiqué, en ne remplaçant pas tous les départs à la retraite et en ayant une recomposition des services quand c'est possible. C'est tout à fait assumé. Je l'ai même expliqué à l'ensemble des services de la municipalité que ce qu'on souhaitait mettre en place, c'est à la fois effectivement être exigeant au maximum avec eux, avec chacun des services, et à la fois pouvoir récompenser au mieux ces efforts avec des valorisations de leur traitement, des primes qui ont été maintenues autant que possible. Donc et pour l'instant, je dois avouer que ça marche plutôt bien. Donc c'est pour ça que on a cette capacité à maintenir la masse salariale. Une autre question, Monsieur Michelon. Alors je comprends mieux parce que j'ai regardé mes
j'ai regardé mes impôts fonciers et j'ai vu qu'ils avaient augmenté. Alors, je me dis, mais je ne comprends pas que mes impôts ont augmenté. Alors ça, Monsieur Sautreau l'a clairement dit. Il a même expliqué de combien il avait augmenté et tout ça. Hein. Tout ça, c'est écrit. Je vous explique. Donc j'ai bien compris que les bases avaient augmenté. Bravo. Et vous avez même eu le détail de leur augmentation par année, présenté par Monsieur Sautreau. Vous n'allez pas me dire bravo tout le long. Je vous le confirme. Je ne vais pas vous dire bravo tout le long. Globalement, ça veut dire que depuis 2020, on a pris en gros 16%. Hein, parce que c'est important dans ce budget, parce qu'on voit bien aussi qu'il y a une dimension quand même des recettes qui ont beaucoup augmenté. Hein, et notamment des recettes fiscales. Mais je le comprends un peu mieux, parce qu'en plus, sur les 3 dernières années, je crois qu'on était à 3,40, 7,10, 3,90, et de façon très optimiste, on prévoit que ça va être plutôt 2% et 2% sur les prochaines années. Mais ce qui veut dire globalement, la taxe foncière, dans les faits, elle a augmenté de 20%. Hein, c'est globalement. Alors, Attendez, 20%, là, vous y allez, vous allez un peu vite, mais depuis 2020 jusqu'à 2026. Je me mets en prospective. Non, mais je me mets en prospective. Mettez-vous en prospective. Hein, et prospective, Yves, optimiste. Hein, mais ma question... Allez-y, posez votre question, Monsieur Michelon, comme ça on avance. Ma question, c'est, au fond, autant vous avez dit, j'augmente pas les taux, mais autant vous n'avez jamais dit, je les baisse pour faire en sorte que l'impact sur les Vicois soit moins fort. Il y a des communes qui l'ont fait, et d'ailleurs, pas mal. Non, mais. Alors citez-moi 3 communes qui ont fait ça. Ah ben, je vous parle pas je vous parle pas de communes françaises. Je vous parle pas du territoire. Non, mais citez-moi 3 communes qui ont fait ça. Non, mais citez-moi 3 communes de plus de 5000 habitants qui ont fait ça. Dans les communes qui sont plutôt les petites communes, c'est là qu'on a vu le plus de maires prendre la décision de diminuer le taux de fiscalité. Alors que globalement, de maintenir le taux, c'est la grande majorité des communes qui l'ont fait ça. Mais alors Monsieur Michelon... Donc vous nous faites passer comme quelque chose d'exceptionnel lié à... Alors, Monsieur Michelon, plusieurs choses. Monsieur Michelon, vous pouvez aller lire la Gazette des communes, vous allez le voir. Monsieur Michelon. Donc, je vais vous répondre. Je vais vous répondre d'abord. Je sais bien que c'est votre premier mandat, mais vous êtes dans la continuité d'un groupe d'opposition qui a refusé de voter tous les impôts que j'ai fait voter lors de mon premier mandat, justement parce qu'il y avait une diminution des taux et qui trouvait ça inquiétant pour les ressources de la commune. Parce que justement, sur la taxe d'habitation et la taxe foncière, nous les avons fait baisser de 2 points par an pendant tout le premier mandat, ce qui a fait une diminution de taux de 10%. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. C'était entre 2014 et 2020. Mais c'est ce qui s'est concrètement passé, vous pouvez voir l'historique. Donc d'abord une chose, et ça, on me disait à l'époque, on ne connaît aucune autre municipalité qui baisse ses taux. Première chose. Deuxièmement, même après avoir baissé ses taux, on a continué à les maintenir, parce qu'après on était arrivé effectivement à un niveau qui nous semblait bon, et donc on a continué à les maintenir sans jamais les augmenter d'une année sur l'autre. Trouvez-moi une commune qui a fait mieux que ça, c'est-à-dire diminuer les taux. Je serais ravi de le savoir. Bien sûr, vous avez peut-être trouvé des communes avec une particularité, des communes des stations balnéaires, des communes qui ont des particularités très importantes. Mais une commune, entre 3 et 10 000 habitants dans un territoire normal, c'est-à-dire effectivement, peut-être que Guétary ou Courchevel ont des positions particulières, je veux bien le croire, ou Deauville ou je ne sais quoi. Mais pour des villes qui n'ont pas des situations exceptionnelles, je voudrais bien le savoir et je serais ravi et faites-moi un courrier là-dessus. Non mais je vous le communique au prochain. Voilà. Et vous me direz ce que ça représente quand vous les aurez trouvés. Et vous allez voir que ça correspond comme Vic à des ruralités pauvres. Oui. Très bien. Et alors à ce moment, alors pas non plus des villages de 200 habitants, parce que ça c'est d'autres problématiques. Donc des villes de plus de 4000 habitants qui ont fait ça. Et ensuite vous me direz qu'est-ce qu'elles représentent quand vous les aurez trouvées, si vous les trouvez, quel pourcentage elles représentent sur les communes de leur strate.
Vous savez, les sources, c'est la Gazette des communes, donc c'est assez facile, vous pouvez aller les vérifier. Non, moi je ne vais pas les vérifier, vous allez faire pour moi, vous allez me faire un joli courrier. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Attendez. Non, je vais soumettre au vote. Monsieur Michelon. Ma question est importante, c'est qu'est-ce qu'on vote? Non, ma question est importante. On vote le point numéro 4. Oui, mais dites-moi, titrez-le. Non, il est titré, vous avez la délibération. Monsieur Michelon, il y a de l'ordre ici. Je soumets le point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté. Point suivant, et je rappelle que le conseil municipal doit se dérouler dans l'ordre. Je donne la parole à qui la veut, je la donne suffisamment et je laisse le débat s'installer. Mais une fois que je soumets le point au vote, on passe au vote. Point suivant, c'est le projet de délibération numéro 5. Je vais donner la parole à Madame Guillard. Donc il s'agit de la modification du plan de financement du projet d'enrichissement de l'offre sportive sur le site de la Eraille. Considérant le recentrage du projet exclusivement sur l'offre sportive et la modification globale, pas du projet, mais un affinement maintenant aujourd'hui des budgets, il est reproposé un plan de financement comme il est montré au tableau, à savoir l'État, la DETR, donc en 2022 qui a été notifié, une part de la région, du département pour la DT 2024, l'Agence nationale du sport et en autofinancement. Donc les pourcentages ne changent pas, mais le montant change. Donc il est proposé d'approuver ce nouveau plan de financement pour l'opération pour un montant de 1 024 830 €. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Paul? Lors du projet initial, après il n'y a pas eu d'autres réunions laquelle au moins j'en ai pas entendu parler, il avait été évoqué de faire une partie, de faire le bâtiment de telle sorte à pouvoir faire une salle de squash. C'est tombé ça marche pas, on la fait pas, on en est où? Parce que là j'avoue que je suis pas tellement au courant de ça et on avait posé la question. Ça semblait intéressant de pouvoir, tant qu'à construire le bâtiment, au moins se faire la réserve foncière, puisque la Fédération française de squash avait proposé un financement à hauteur de 20 000 € pour financer justement les équipements liés au squash. Je précise que je ne joue pas au squash. Je ne dis pas que c'est un tort, peut-être que c'est un tort, j'en sais rien. En tout cas, je laisserai Monsieur Le Godec, à moins que son conseiller délégué souhaite apporter des précisions. Il me semble, donc on fait pas la salle, ça je le sais. Quant à l'espace, il me semble qu'on garde l'espace dans le projet, mais je vais laisser Monsieur Faro apporter des compléments là-dessus. Oui, donc par rapport à ça, en fait, suite aux augmentations des coûts, il est dans le projet, le squash, mais il est en option. Et pour le moment, on l'a pas retenu, notamment à cause des coûts, parce que c'est devenu trop cher, même avec la subvention de la fédération de squash. Mais par contre, l'emplacement y est pour un projet futur. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je soumets le point au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Le point suivant, c'est le point numéro 6. Et c'est encore une demande de financement. Et je redonne la parole à Madame Guillard. Donc, une demande de financement pour l'aménagement intérieur de la salle de vie commune du quartier senior. Donc, la proposition faite par Monsieur le maire est de solliciter le concours de la MSA pour un montant de 15 000 € pour l'aménagement intérieur de cette salle de vie commune au quartier senior. Ces 15 000 € seront intégralement utilisés pour acheter du matériel et pour l'aménagement de cet espace de vie. Donc, il suffit simplement qu'on fasse une demande de financement et normalement, ça ne posera aucun problème pour l'obtenir. Mais tant mieux, une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Point suivant, encore une demande de financement. Et je redonne la parole à Madame Guillard. Donc, c'est une demande de financement pour l'élaboration d'un schéma des mobilités actives. Comme vous savez, on a fait
des travaux sur la route de Pau pour la mobilité active, notamment le vélo, etc. Mais on souhaite faire appel à un bureau d'études maintenant pour la mise en œuvre du schéma directeur des mobilités actives sur l'ensemble de la commune de Vic. Alors, pour démarrer cette étude, on a un coût prévisionnel du bureau d'études estimé à 24 000 euros. Donc, le plan de financement est en partie par l'ADEME, marche du quotidien pour 50%, la région Occitanie pour 30% et un autofinancement 20%, c'est-à-dire 4 800 euros pour la commune. C'est important qu'on ait ce schéma directeur sur l'ensemble de la commune plutôt que de faire des petits morceaux. Donc là, c'est très important. Donc, le plan de financement, monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Paul. Oui, c'est important. Je trouve aussi que c'est important de faire appel à un cabinet. Par contre, 24 000 euros, ça me semble quand même vachement cher. Et une fois de plus, on dépense quand même beaucoup d'argent dans des études. Et on peut pas trouver de compétences qui ailleurs que dans les bureaux d'études. Les communes, enfin notre commune et toutes les communes, nourrissent ces bureaux d'études pour des résultats qui sont parfois pas du tout aboutis. Et c'est vrai que est-ce qu'on peut pas trouver des personnes ressources au sein de l'État, des services de l'État? Enfin, je sais pas. Parce que bien sûr qu'il faut quelqu'un qui coordonne ça afin qu'on fasse pas des petits bouts de pistes cyclables et que ce soit bien. Ça, c'est paraît logique. Contre 24 000 balles simplement pour une étude, moi je trouve que c'est quand même vachement cher. Voilà. Alors je partage avec vous la réflexion sur le fait que les études sont souvent chères et parfois chères au regard du rendu. Espérons que celle-ci corresponde, nous offre un rendu qui corresponde au prix, voilà, au prix donné. Sachant que bon, sur l'autofinancement de la commune, je sais bien que ça reste, c'est-à-dire ce qui revient à la commune, c'est 4 800 euros sur ce plan de financement. Bon, le reste, effectivement, 24 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Je suis d'accord avec vous, mais là-dessus, on n'a pas trouvé d'alternative à ce cabinet d'études, ce bureau d'études. Monsieur Michelon. Il y avait peut-être une alternative avec l'Intercom. Non, je crois pas. Non. Enfin, en tout cas, elle nous a pas été soumise, elle n'a pas été proposée. À ce stade, en tout cas, voilà, ça n'a pas été proposé. Je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Le prochain projet de délibération concerne un programme dont le titre contient un jeu de mots, tête en LED. Et je vais donner la parole à monsieur Abadi. Oui, donc le service départemental de l'énergie propose le remplacement de 564 lampes sodium par des lampes à LED connectées et moins énergivores. Donc cette opération sera financée par une participation du SDE, une participation de la commune et aussi au moyen d'une avance remboursable appelée prêt Intracting, consentie par la Banque des Territoires au SDE au taux de 2% et sur une durée de 13 ans. Cette avance remboursable sera calculée afin que son remboursement ne dépasse pas les économies réalisées par la réduction des consommations d'énergie, dont le montant de l'investissement total étant de 300 740 €, il est proposé au conseil municipal le plan de financement suivant. Participation du SDE, donc 10% du montant hors taxe, soit 30 074, même participation de la commune, et un prêt porté par le SDE d'un montant de 240 592 €. dont le remboursement du prêt sur 13 ans sera de l'ordre des économies annuelles générées par la réduction des consommations d'énergie. Et si l'on tient compte des augmentations régulières de l'énergie, dixit le SDE, le gain total pour la commune pourrait être au moins égal au montant des économies réalisées. Donc il est proposé au Conseil d'approuver ce projet.
Merci beaucoup. Alors un grand projet de remplacement des LED. Honnêtement, là, un plan de financement qui tient vraiment bien la route et un plan d'économie. Donc c'est quelque chose qui me semble extrêmement bien. Ce programme Tête en LED me semble extrêmement bien structuré. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Paul? Tant qu'à faire à changer les LED, est-ce qu'on pourrait pas aussi réfléchir avec eux pour les secteurs qui ne sont pas éclairés la nuit? C'est quand même très compliqué, par exemple, pour les personnes qui font des interventions la nuit, qui doivent aller faire des astreintes, etc., etc. Donc c'est vraiment, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à mettre des capteurs, un tous les 4 candélabres, pas de façon à pouvoir déclencher une lumière, parce que moi, je sais pas si vous habitez dans une rue qui est éclairée, mais quand vous habitez dans une rue non éclairée, c'est pas, il y a pas d'attaque, c'est simplement, mais quand vous habitez dans une rue non éclairée, mon épouse étant sujette à des astreintes, lorsqu'elle rentre ou qu'elle part, des fois c'est dans la rue, puisque chez les personnes âgées, c'est dans notre rue. Elle y va pas en voiture, elle y va en vélo. C'est ingérable, quoi. C'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que de mettre ne serait-ce qu'un tous les 4 ou un tous les 5, un capteur qui permette d'allumer, ça permettrait quand même d'avoir au moins une vision sans être éclairé tout le temps. Ça s'allume au déclenchement du passage d'une personne, quoi. Un détecteur, voilà, c'est ça. C'était le terme que je cherchais. Est-ce que ça, on peut pas leur demander cette réflexion sur baisser la lumière dans les rues? C'est une bonne chose. On l'avait voté pour, il y a pas débat. Mais c'est vrai que des soucis comme ça, c'est en l'utilisant qu'on se rend compte des problèmes que ça peut générer. Et est-ce qu'on peut leur demander de réfléchir à cette opportunité-là. Alors je dis tous les 4, tous les 5, c'est eux qui diront, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de faire des choses sur les rues, parce que notamment cette rue-là où il y a des personnes âgées avec des interventions, etc. Voilà. Mais pas que cette rue-là, réfléchir sur l'ensemble des rues sans lumière la nuit. Voilà. Oui, on peut demander au SDE ce qui existe, ce qui a pu se faire, s'il y a eu des choses qui puissent être efficaces là-dessus. Oui. Oui, mais ils avaient parlé en réunion SDE de mettre des lampadaires dont l'intensité lumineuse diminue jusqu'à 20%. Et donc on n'aurait pas besoin d'éteindre, à la limite. Et il y aurait quand même un reste d'éclairage, Mais je ne sais pas si... On pourra leur poser la question. Il faudra aussi, il faut aussi prendre des habitudes, et par exemple, effectivement, quand on est la nuit, faire du vélo avec une lumière, Merci beaucoup. Alors attendez, parce que je vais en profiter pour faire un point sur un dispositif qui a dépassé nos attentes, à savoir effectivement l'éclairage, enfin le fait d'éteindre l'éclairage dans la plupart hors centre-ville pendant la nuit. On est passé, la commune de Vic est passée d'une consommation de, alors je dis ça de mémoire, donc vous pourrez vérifier si je dis. En 2022, on est. Tu le veux? Si je m'en souviens, ça pourrait que j'ai une bonne mémoire. Donc je crois qu'on est passé de 520, donc il y a 2 ans, de 520 mégawatts à 360, et ça a représenté une économie de 39 ou 40 000 euros par an sur année pleine. Je crois que c'est ça. On me donne du coup l'anti-sèche. Et effectivement, 521,7 mégawatts en 2021, parce qu'on a commencé en 2022, donc on va prendre d'année pleine, à 360,6 mégawatts, donc c'est ce que je disais. Et on est passé donc de 2022 à 104 310 euros TTC à 65. Donc effectivement, 39 000 euros de quasiment 40 000 euros d'économie. Voilà, donc c'est une mesure qui n'était pas pour rien du tout. Mais enfin, elle aurait pu être
positive en termes environnemental, positive en termes de symbole, mais elle est aussi sacrément positive en termes de baisse de consommation d'énergie et d'économie. Voilà. Il n'y a pas eu d'observation de la part des Vicois ou de plaintes ou très peu. Non, pas à ma connaissance ou pas dans mon souvenir, je crois pas. Ça a surpris au début, mais j'en suis vite habitué. Voilà, ce qui prouve bien aussi que c'était une mesure qui aurait pu être prise depuis bien longtemps par nombreuses communes et que effectivement c'était l'occasion aussi de dépenses publiques inutiles, mais parce que peut-être c'était pas le moment. Bah effectivement, c'est. Je n'ai rien à rajouter. Bien, je vais soumettre ce point au vote. Concernant l'éclairage, je voulais juste vous puissiez me dire si les éclairages des terrains de sport sont compris dans ces 500 et quelques points, les projecteurs, de passer en LED. Essentiellement. Donc c'est simplement les axes routiers et hors centre, hein. Hors centre de la commune. Hors centre de la commune. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas remplacer en LED, mais c'est un autre programme. Là, c'est ce programme-là. Je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, on passe sur le chapitre urbanisme avec le point numéro 9 et je donne la parole à Madame Chartrain. Alors, c'est l'acquisition de la parcelle cadastrée, section BD, numéro 641, située 11 rue Maréchal Foch. En fait, il s'agit du Porsche de chez M. Pléchaud. Il est proposé au conseil municipal d'acquérir la parcelle cadastrée, section BD, numéro 641, située 11 rue Maréchal Foch, propriété de M. Pléchaud, correspondant à une emprise foncière privée d'une superficie de 58 mètres carrés, correspondant au tréfonds et à l'espace voirie, sous le porche affecté à l'usage direct du public en tant que voie publique, faisant communiquer les rues Maréchal Foch et du Presbytère, dont l'entretien de la voie est assuré de tout temps par les services de la commune. Il convient donc de régulariser cette situation foncière par l'acquisition par la commune du volume numéro 1 de la propriété privée, moyennant le prix d'un euro symbolique. Merci beaucoup, Mme Chartrain. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, encore une acquisition. Je donne la parole à Mme Chartrain. Alors, l'acquisition de la parcelle cadastrée, section BT 339 pour partie, située lieu-dit Les Arcalès par voie de préemption. Une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à la mairie par l'étude de Maître Bergeret à Arbassin de Bigorre et reçue le 12 décembre 23 en vue de la cession d'un terrain non bâti, cadastré, section BT, numéro 339 pour partie, d'une contenance de 4265 mètres carrés, 6 lieux-dits Arcalès, appartenant à Madame Lecrom, pour le prix de 5 971 €. Par délégation du conseil municipal, le maire peut exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme au moment de l'aliénation d'un bien. C'est pourquoi, par décision du maire, le maire a exercé ce droit de préemption sur la parcelle cadastrée section BT 339, 6 lieux-dits Arcalès. L'exercice de ce droit a été motivé par l'opportunité de mise en œuvre d'un projet d'aménagement global, d'une traversée piétonne et cyclable reliant les infrastructures sportives et de loisirs en facilitant le développement des sports et loisirs, l'amélioration de leur accessibilité et sécurisant les flux de circulation entre les infrastructures. Ce projet, dans son ensemble, s'inscrit également dans une réflexion globale d'opportunités d'acquisition foncière successives afin de mener des actions en vue de favoriser le développement des équipements sportifs et de loisirs et d'assurer leur continuité. Il est donc proposé au conseil municipal d'acquérir par voie de préemption cette parcelle précitée.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui, monsieur Paul. Bon, si j'ai bien compris, c'est pour pouvoir avoir dans l'avenir pouvoir relier le foot le terrain annexe du rugby au terrain principal. C'est exactement ça. C'est pour pouvoir faire en sorte que le site sportif des Arcalès, terrain annexe de rugby et terrain de foot, soit dans une continuité avec le stade Ménoni, même s'il y a une route qui sépare, mais que ce soit dans une continuité, qu'il y ait une continuité d'infrastructure et de développement. Et donc ce terrain n'était pas dans un emplacement réservé, contrairement à la parcelle qui est mitoyenne, qui est encore dans un emplacement réservé du PLUI à cet effet, parce que il venait d'être séparé de la parcelle. Il y avait une grande parcelle qui a été divisée, et au départ c'était pas un emplacement réservé parce qu'il y avait une maison. D'accord. Et là, du coup, il y a eu une division qui a séparé la maison de ce terrain-là. D'où l'idée de présenter. Et donc le terrain qui est au sud, là, on pourra... ça, c'est dans les... Parce qu'en fait, il manque cette... Oui, bien sûr. Il y a une partie qui sera effectivement... il y a une partie qui est déjà en emplacement réservé, et le reste, la question se posera le moment venu s'il est... si c'est en vente. D'accord. Ou lors d'une révision du PLUI, est-ce qu'on le mettra peut-être directement en emplacement réservé? Enfin, on le mettra. On proposera, et ce sera peut-être... Mais voilà, c'est l'idée, vous le voyez tout à fait sur le... Je précise qu'on est en zone rouge du PPRI. Oui, c'est ça. Donc c'est inconstructible. Voilà, donc c'est pas un endroit où on peut faire des maisons, etc. Donc c'est une terre agricole, mais dont l'idée est de, voilà, que ça puisse être d'une façon ou d'une autre un projet d'intérêt général et d'intérêt public qui relie les deux stades ou terrains. Voilà. Ce qui est en fait assez évident quand on regarde le plan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais soumettre le point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Point suivant. Donc il s'agit du point 11 sur la modification du PLUI. Je donne la parole à Madame Chartrain. Oui, il s'agit de la révision simplifiée du PLUI. Donc la communauté de communes a sollicité la commune de Vic pour donner un avis sur la modification du droit commun numéro 1 du plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cadre, la commission urbanisme s'est réunie le 21 février dernier pour examiner cette dernière modification et a rendu un avis favorable avec réserve à l'approbation du PLUI. Les réserves sont les suivantes. L'élargissement de la gamme de couleurs autorisée pour les constructions à vocation agricole au règlement écrit est contraire aux recommandations du CAUE 65 et de la DDT 65, annexées au PLUI en vigueur en matière de choix des couleurs et porte atteinte à l'intégration paysagère des bâtiments agricoles. L'ajout d'une disposition autorisant les façades en bardage métallique pour les constructions à vocation agricole et les constructions à vocation d'autres activités des secteurs secondaires et tertiaires pour les zones urbaines à sensibilité moyenne et faible porterait atteinte à la qualité urbaine, architecturale et paysagère des zones urbaines. Il avait été suggéré que cette disposition soit ajoutée suite à une demande de régularisation de travaux. Il est demandé à ce qu'elle soit retirée compte tenu de l'impact préjudiciable de cette disposition sur le paysage. Il est donc proposé au Conseil de donner un avis favorable à la modification du PLUI assortie des réserves précitées. Merci beaucoup, Madame Chartrain. Donc effectivement, je vous propose de suivre l'avis de la commission d'urbanisme qui s'est réunie le 21 février dernier. Donc un avis favorable avec 2 réserves qui ont été citées. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup pour adopter ce point à l'unanimité. Point numéro 12, et c'est encore une question d'urbanisme avec une constitution d'une servitude de passage au PNU. Je donne la parole à Madame Chartrain pour la dernière fois. Enfin, la dernière fois, en tout cas, pour les points prévus. La commune a fait l'acquisition d'une parcelle non bâtie, cadastrée section BD numéro 1, située lieu-dit La Ville.
en vue de l'extension du parc naturel urbain. De cette acquisition résulte un enclavement de la parcelle en l'absence de desserte directe à la parcelle depuis la voie publique et d'accès suffisant permettant d'assurer l'entretien et la conduite de travaux. Il convient donc de définir par convention les modalités de passage et les conditions d'accès par le trajet le plus court et le moins dommageable pour accéder au quai Rossignol. Dans ce cadre, il est donc proposé au Conseil d'approuver la constitution d'une servitude de passage à titre gratuit grevant les parcelles cadastriques BD numéro 2, numéro 6, numéro 7 et 10 pour l'accès à la parcelle communale enclavée et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer l'acte de constitution de servitude. Merci beaucoup. Donc vous avez le plan qui s'affiche. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets donc le point au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point numéro 13, maintenant. Alors, le point numéro 13 concerne une opposition au transfert automatique des prérogatives de police de la publicité extérieure au président de la CCAM. Donc là, c'est simplement pour dire que la commune souhaite s'opposer au transfert automatique des prérogatives de police de publicité extérieure. Donc c'est de la publicité extérieure, comme on le dit, et donc qu'on garde cette prérogative. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. L'avis favorable du président de la CCAM a été notifié, là. Je ne sais pas du tout. J'avoue. L'avis favorable, non, c'est simplement. Je ne crois pas que le président de la CCAM se soit exprimé sur le sujet. C'est simplement que si le conseil municipal ne s'y oppose pas, il y a un transfert automatique. Voilà. Je ne crois pas, mais. On le vérifiera. Je vais donc soumettre ce point au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, point 14, concerne l'intégration du bassin du Loutz au schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin amont de l'Adour. Donc ça, c'est toujours, on est sollicité pour donner notre avis. Je vais donner la parole à monsieur Duhamel. Oui. Donc le projet d'intégration du bassin de Loutz au schéma d'aménagement et de gestion des eaux du SAGE du bassin amont de l'Adour. Projet d'intégration du bassin de Loutz au schéma d'aménagement et de gestion des eaux SAGE du bassin amont de l'Adour. Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau est un outil de planification institué par la loi sur l'eau de 1992 visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. En annonçant ses priorités d'action, en édictant des règles particulières d'usage de la ressource en eau. Les différentes collectivités concernées par ce schéma ont été sollicitées par les services de l'État par courrier en date du 8 décembre 2023 pour avis. Il s'agit aujourd'hui de donner un avis à l'intégration du bassin de Loutz au SAGE du bassin d'amont de l'Adour, qui ferait passer du périmètre des SAGE de 4513 km² à 4806 km² et de 549 communes à 575 communes, soit l'intégration de 6 communes des pays du Pyrénées-Atlantiques et 20 communes des Landes. Il est donc proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à la proposition d'intégration du bassin de Loutz au schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE, du bassin amont de l'Adour. Merci beaucoup, monsieur Duhamel. Donc, on demande notre avis pour l'augmentation du périmètre du bassin Adour-Amont et l'augmentation avec ces communes des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Je vous propose de donner un avis favorable. Pas de questions, je suppose. Les oppositions, les abstentions, point voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne le programme Petite Ville de demain et le financement annuel du poste de chef de projet. Je vais donner la parole à monsieur Roucault.
Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement 2024 pour le poste de chef de projet Petite Ville de demain, financé à hauteur de 75% par l'État. Cette demande de financement intervient pour la 3e année consécutive. Merci beaucoup. Des questions? Les oppositions? Les abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne la mise à disposition de véhicules communaux. Donc, suite à une remarque pertinente du groupe d'opposition qui nous a signalé qu'il fallait voter ce point annuellement, donc je soumets ce projet de délibération, je vous soumets ce point de délibération. Je tiens à dire, je ne sais pas ce que vous avez sur vos notes, mais qu'il faut simplement dans l'article 2 retirer le maire, puisque moi je ne souhaite pas avoir ce remisage, mais simplement le directeur des services techniques, le directeur adjoint des services techniques et à titre exceptionnel, agent ou élu en mission ponctuelle. Je ne sais pas quel est votre document, je sais qu'il y avait une erreur dans un document, mais je ne sais pas, lui, sur celui que vous avez simplement ces 3 entités. Alors il y a le maire, il n'y est pas, c'est une erreur c'est une erreur de ceux qui ont rédigé. Voilà. Donc il est à enlever. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Michelon, vous souhaitez être sur la liste? Un sujet sensible, vous savez, en tout cas qui me tient à cœur. Vous voulez être sur la liste? Vous voulez qu'on vous rajoute? Non? Non, pas encore. Quand je serai dans la majorité, mais... Ah, vous voulez que quand vous serez dans la majorité, vous souhaitez vous remiser. Très bien. Écoutez. Il faut un certain ordre. Non, vous en doutez, c'est surtout par rapport à l'attribution du véhicule de fonction, juste de fonction à la DGS, puisque ça avait été quelque chose qui avait accroché. On sait qu'on est une commune à la limite des 5000 habitants. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la population... du nombre de populations vicoises, je ne sais pas, ça a dû évoluer. Je ne sais pas si vous avez des chiffres exacts aujourd'hui sur la population générale vicoise. Ça n'a pas été présenté non plus dans le... Oui, mais... D'accord. Donc, ma question, c'est simplement, est-ce que vous pouvez apporter des précisions sur le motif de l'attribution de ce véhicule de fonction, notamment parce que les textes précisent, c'est en lien avec une nécessité absolue de service, donc nous indiquer les motifs. Et puis le deuxième point, qui est un point important pour délibérer, c'est l'incidence financière de cette mesure. Alors l'incidence financière, de toute façon, elle est, étant donné que le véhicule on est engagé pour une location qui va arriver à son terme bientôt d'ailleurs, mais en juillet. Voilà, j'ai pas la date, mais c'est cette année, en juillet. Donc de toute façon, on doit payer la municipalité doit payer jusqu'au mois de juillet. Se posera ensuite, après le mois de juillet, la question de savoir quel type de véhicule on prend et dans quelles conditions. Ça, on se le posera. On est en train d'y travailler là-dessus. Alors, ensuite, vous savez très bien, c'est effectivement un héritage du passé sur justement une façon de fonctionner historique du directeur général des services d'alors. Oui, et alors? Et alors? D'alors. Je vois pas, justement, il y a un nouveau DGS qui arrive, c'est l'occasion. Oui, mais non, mais l'occasion justement, c'est qu'on est engagé dans la location jusqu'au mois de juillet. Ah oui, d'accord, vous parlez de la location. Non, je croyais que c'était voilà, l'héritage. C'est précis. Non, il n'y a pas d'héritage, c'est une location. C'est le conseil municipal commence à devenir un sketch de Raymond DeVos. Mais non, mais plus sérieusement, donc effectivement, ça fait partie des sujets sur lesquels on aura l'occasion de revenir au moment justement de la fin de ces engagements de location, de leasing. D'accord. Voilà. Et juste une précision, est-ce qu'il y a une limite qui a été posée sur l'usage privatif, puisqu'on est dans un véhicule de fonction, c'est-à-dire au fond, est-ce que Madame la DGS peut partir en vacances dans des lieux merveilleux? Je ne me mêle pas des vacances de Madame la DGS. Je vous prie d'en faire autant. Bien, je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions?
Non, je me mêle pas des vacances, j'ai répondu. Non, mais sur la limite à l'usage privatif, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été précisé simplement? Non, j'ai pas de limite, à ma connaissance là-dessus. Peut-être, j'ai pas là-dessus de limite à ma connaissance. S'il y en a, on vous les donnera. Bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Point suivant. Il s'agit du point 17 sur le débat annuel sur la formation des élus. Donc ça, c'est quelque chose d'assez formel, mais je donne la parole à M. Roucault. Il est proposé au conseil municipal de débattre sur la formation de ses membres, conformément à l'article L 2123-12 du CGCT qui précise la nécessité d'un débat annuel. Pour précision, en 2023, le budget de formation des élus était inscrit au budget de la commune, mais aucune formation n'a été sollicitée au cours de l'année. Oui, Monsieur Paul. Alors, par rapport à ça, c'est vrai, et chaque année, c'est la même chose. Y a-t-il un endroit où on peut savoir les formations disponibles et auxquelles on pourrait prétendre? Parce que c'est bien beau d'avoir la possibilité d'aller faire de la formation, sauf qu'il faudrait qu'on soit informé. Comment fait-on pour l'être? Et voilà, c'était ça la question, parce que c'est vrai que dans une vie antérieure, avoir participé à des formations de ce type-là, c'est très intéressant parce qu'on rencontre des personnes qui vivent la même chose que nous à des échelles plus ou moins grandes, mais la problématique reste la même et c'est toujours intéressant de le faire. Mais pour ce faire, il faut savoir quelles sont les formations possibles et comment on fait pour avoir ces informations-là. C'est plutôt ça qui pose problème parce que sans savoir, c'est sûr, on va pas s'inscrire. Internet? Voilà, vous savez, je vous rappelle que j'ai passé la soixantaine, donc Internet et moi. Ah, pardon. Bon, écoutez, là-dessus, peut-être si vous pouvez déjà communiquer des secteurs sur lesquels vous souhaiteriez être formé, on pourra essayer de faire des propositions. Je tiens à préciser quand même que pour l'année 2023, au moins en ce qui concerne le groupe majoritaire, s'il n'y a pas eu de formation, il y a quand même eu il n'y a pas eu de formation externe, il y a eu des séminaires internes, organisés, qui n'ont pas coûté à la collectivité, mais en 2022 et 2023. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. On passe maintenant aux questions diverses. Est-ce que vous souhaitez peut-être lire vous-même les questions diverses? Oui. Alors, allez-y. Allez-y en étant concis, je vous prie, mais allez-y. Je vais lire la question texto. Donc, le 8 février 2024, la direction académique a donné un avis défavorable à la demande de la municipalité de Vic-en-Bigorre de déplacer les classes CM1 et CM2 sur le site du collège PMF à la rentrée prochaine. Ce regroupement des classes de cycle 3 au collège CM1, CM2, 6e, ce qui fait le cycle 3, ne constituait qu'une phase d'un projet plus global de déménagement de l'ensemble de l'école Pierre-Guillard et des services péri- et extrascolaires sur le site du Petit Bois. Les arguments de la direction académique tiennent en 3 points. Initiative du projet non concertée, le projet n'est pas abouti et le projet ne garantit pas des conditions d'accueil suffisantes des élèves. Compte tenu de l'avis négatif de l'Éducation nationale, nous voudrions savoir quelle suite la municipalité de Vic-en-Bigorre va donner à la demande faite à la CCAM de déplacement de l'école Pierre-Guillard. Merci beaucoup. Alors, je me suis renseigné parce que moi, j'étais pas à la CDEN du 8 février. Mais donc, j'ai eu un retour et ce point n'a pas été soumis au vote de la CDEN du 8 février. Donc, ce point n'a pas reçu un avis défavorable. Donc, simplement, c'est la réponse officielle qui m'a été faite. Donc, je peux pas vous laisser dire qu'il y a eu un avis défavorable ni qu'il a été fondé puisqu'il n'a pas été... j'ai consulté parce que moi, j'y étais pas. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas eu d'avis défavorable et quand en revanche, à la suite des choses, ce qui va se passer, c'est que le projet suit son cours et qui devrait avoir lieu pour la rentrée 2025 et probablement avec l'intégralité des classes de primaire. Donc
il y a bien un avis défavorable pour la rentrée Non, mais prochaine. non, il n'y a pas eu d'avis défavorable, parce que ça n'a pas été soumis au vote. Vous comprenez, c'est pas été soumis au vote, donc on peut pas donner un avis défavorable. Ça n'a pas été à l'ordre du jour des votes. Ça n'a pas été soumis au vote. D'accord. En tout cas, moi, La directrice d'académie. Non, mais je vous assure, sollicité par courrier officiel, vous verrez qu'il n'y a pas eu d'avis défavorable. Vous verrez qu'on répondra. Parce que j'ai l'annonce faite par la DAZEN, donc très officielle. Donc, non, je vous assure que non. Même s'il n'y a pas eu de vote, c'est-à-dire que ça n'a pas été soumis au vote, c'est-à-dire que ça n'a pas été présenté au vote. Mais ça n'a pas été soumis au vote, c'est ce que je vous ai dit. Donc ça n'a pas, il y a pas eu un avis défavorable sur le fond. Ça n'a pas été soumis au vote. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, donc, c'est que ce déplacement pour la rentrée prochaine n'aura pas lieu. Non, ça n'a pas été soumis au vote pour la rentrée prochaine. Donc, pour la rentrée prochaine, il devrait ne pas avoir lieu. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que il est vraisemblable, c'est pas moi qui décide de l'ordre du jour du CDEN, mais il est vraisemblable que ce point soit soumis, d'ailleurs peut-être de manière plus extensive, on verra ce que décide la directrice, mais il est possible qu'il soit soumis à l'ordre du jour pour la rentrée 2025. Mais à ce stade, il n'a pas reçu d'avis défavorable. Ce serait un écart de langage. Mais il n'a pas été soumis au vote. Voilà. Question numéro 2. Donc on aura l'occasion de reparler. Ah, mais vous pouvez en parler avec qui vous voulez. D'ailleurs, je vous invite, puisque c'est pas une compétence de la communauté des communes, à en parler en conseil communautaire, puisque c'est là que se situe le pouvoir décisionnel. Voilà. Mais il est clair que c'est un projet que soutient le conseil municipal de Vic, dans sa majorité. Donc, le point numéro 2. Vous restez sur le même projet que vous avez présenté au précédent conseil. Ça, je ne sais pas si ce sera le même projet, puisque je vous ai dit que s'il y avait une rentrée de décalage, ce serait peut-être l'occasion de faire un projet plus global et sur l'intégralité de l'école. Oui, et surtout mieux préparé. Moi, j'ai pas de jugement à faire sur la préparation, parce que c'est pas moi qui étais à la préparation, donc mieux concerté, en tout cas. Moi, j'étais à une réunion déjà il y a plusieurs mois de concertation et qui s'est plutôt bien passé, donc au lycée, voilà. Depuis ensuite, s'il y a eu d'autres difficultés, ça n'a pas été en ma présence en tout cas. Question numéro 2. Si vous voulez, c'est mieux si vous la lisez vous plutôt que moi je la lise, c'est mieux que soit. Non, mais je vais lire. Voilà, c'est pas ça, c'était qu'il me tendait le micro pour que je dise autre chose sur la question précédente, mais non. Non, allez-y sur la question numéro 2. Pouvez-vous nous faire un bilan sur le niveau de fréquentation de l'espace Claude Miqueux, location de la salle aux associations, en particulier, voilà, on aimerait avoir un petit retour sur cette salle depuis qu'elle fait partie du giron, qu'elle est rentrée dans le giron municipal. Alors oui, je peux faire un bilan succinct. Après, on vous a préparé un tableau qui vous est projeté d'ailleurs. Là, donc l'espace Claude Miqueux, qui a été baptisé ce début d'année, a été loué pour l'année 2023 86 jours. Vous voyez la composition, à plus de 50% pour des associations dont l'essentiel sont des associations vicoises, les 3/4, et pas mal pour les établissements scolaires aussi. Voilà, on a effectivement moins de locations en été, beaucoup moins, et en plus il y a eu des travaux de mise aux normes en septembre. Voilà, donc et ça a généré un peu plus de 3 000 € de recettes sur l'année 2023. On pense ça un peu plus pour l'année 2024. Voilà, vous avez du coup ce tableau sera dans le compte rendu. Voilà pour ces questions. Je vous remercie de votre participation et de vos votes.